Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce direct de Miroir Social de l'après-midi, c'est nouveau. Et rebonjour à celles et ceux qui étaient présents ce matin pour le direct consacré à l'intelligence artificielle. Donc, on enchaîne cet après-midi avec, c'est pas l'IA, c'est l'ES, épargne salariale cet après-midi. Et il y a peut-être un lien, il faudra peut-être voir, je ne sais pas, en ouverture à la fin, entre IA, en quoi des agents IA pourraient permettre à des salariés d'optimiser et de gérer toute la complexité de l'épargne salariale pour les renseigner. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Il y aura peut-être des liens d'ailleurs, hein. Bien sûr. Ouais, Claire. Bon, voilà, petit aparté. En tout cas, merci à AXA Santé Collective de porter cette rencontre dans le cadre de la semaine de l'éducation financière et en amont de la semaine de l'épargne salariale qui se déroule la semaine prochaine. Et c'est d'autant plus intéressant de vous entendre d'organiser ça cette semaine de l'éducation financière parce que l'angle de la rencontre qu'on vous propose cet après-midi, c'est de voir les conditions d'élargissement. Qu'est-ce qui va faire que l'épargne salariale bénéficie à un maximum de salariés dans les boîtes qui en ont déjà, mais d'étendre le spectre, et dans des entreprises, notamment les PME, les TPE et les PME, où là, les salariés n'en voient pas la couleur, et comment, dans quelle mesure on peut leur donner l'occasion de goûter, d'expérimenter l'exercice et peut-être d'y prendre goût. Voilà, donc c'est un peu l'idée de ce début d'après-midi. Donc, bienvenue à tout le monde dans la salle. N'hésitez pas à partager comment vous communiquez, comment vous donnez les moyens pour le fait de faire passer les messages, de faire de la pédagogie, de répondre à toutes les questions qui amènent l'épargne salariale. Elles sont nombreuses. Donc, je ne vais pas être plus long. Donc, moi, je suis Rodolphe Elderley, je suis le barreur éditorial de Miroir Social et AXA, donc Santé Collective, qui porte cette rencontre, représentée ici par Sophie Mandelbaum. Sophie, tu es en charge des chargés de partenariat chez AXA Santé Collective. Et Virginie Singer, toi, tu es en charge du développement commercial, tu es directrice commerciale de toute la partie retraite et épargne salariale chez AXA. Et on a 3 représentants des salariés qui vont illustrer un peu toute la problématique, le sujet. Avec toi, Benoît Ostertag, toi, tu as une double casquette, une casquette confédérale en tant que représentant CFDT au CIES, le comité intersyndical de l'épargne salariale, et tu as également une casquette fédérale métallurgie en tant que responsable secrétaire fédéral. Et surtout, ça sera intéressant notamment de t'entendre sur un accord récent au niveau de la branche qui intègre l'épargne salariale pour l'amener auprès des TPE, nombreuses TPE de la branche de la métallurgie. Vincent Thienot, toi, tu représentes FO puisque tu étais représentant FO chez Carrefour et tu as également une casquette confédérale, mais là, tu vas nous parler plus précisément, au-delà de ta casquette syndicale, tu es président du conseil de surveillance du FCPE de Carrefour. Donc, c'est surtout avec cette casquette trans-syndicale que tu vas nous parler. Bien sûr aussi, voilà. Et également, il y a également une communication syndicale derrière, on est d'accord. Et Jean-Paul Vouillet, alors toi, tu es le coordinateur CFTC de HPE. Donc, toi, tu es le coordinateur CFTC et tu vas nous expliquer un peu comment, c'est toi, t'es monsieur, enfin, t'as beaucoup de casquettes du côté en tant que représentant coordinateur CFTC, mais notamment, tu as bâti une forte expertise sur l'épargne salariale et sur la façon de communiquer dessus et comment interagir et répondre aux moult questions des adhérents de la CFTC sur le sujet. C'est vraiment un outil d'interaction avec vos adhérents. Pour rappel, HPE, maintenant c'est 1000 salariés à peu près, hein, je crois, peut-être un peu moins. Et vous avez une partie, vous avez plus de 200 adhérents. Donc, c'est vraiment un levier d'échange avec eux. Sophie, je vais te laisser la main et pour te lancer sur. On en a un peu parlé, c'est un sujet complexe
Ça peut vite devenir complexe et même voire usine à gaz. Hein, quand on voit certains syndicats qui sortent des guides pour expliquer l'épargne salariale en 25 pages, ça fait limite peur. Donc, un sujet complexe et qui amène un besoin de formation. Alors, quelle formation et de pédagogie et je te mets en contre-écran et je mets en partage une ressource que vous avez produite, AXA, et qui permet de faire le lien. Voilà, à toi la parole, Sophie, sur l'analogie qu'on peut faire, parce que une fiche de paie, c'est super complexe, mine de rien, et qui la comprend, je ne serai pas le premier à lever le doigt. Et donc, il y a une analogie entre, là, tu montres qu'à la pédagogie que vous faites sur la fiche de paie, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'épargne salariale et la formation qui va derrière. À toi. Bonjour Rodolphe, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je suis Sophie Mandelbaum, en charge des relations extérieures auprès des partenaires sociaux pour AXA Santé et Collective. Donc puisqu'on parle de collectif, on parle de régime collectif, on parle de contrat collectif, donc des contrats qui vont embarquer des salariés qui vont créer des droits en leur faveur, mais qui, dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas toujours, comme tu l'as bien dit, Rodolphe, des sujets auxquels ils ne sont pas toujours familiers, que ce soit la prévoyance, la santé, l'épargne salariale ou l'épargne retraite. Et ce qui va être important, c'est de considérer que dans ce domaine-là, comme dans les autres domaines du dialogue social, il ne suffit pas de signer un accord pour considérer que tout est fait et que tout va bien. L'accord collectif, sa signature, la décision unilatérale de l'employeur est soumise au CSE lorsque c'est ce choix-là qui a été fait. Dans tous les cas, ce n'est que le début. Ce n'est que le début puisqu'il va falloir que les salariés s'approprient leur dispositif. Et ça ne se fait pas en un instant T, ça ne se fait pas en une seule fois, ça se fait par la répétition et ça se fait aussi à des moments différents pour eux parce que les salariés changent, leur vie change, leurs enjeux évoluent. On peut avoir un accident de la vie ou la réalisation de projets, mais dans tous les cas, cette épargne salariale, qui a un avantage collectif, va prendre un sens différent et le salarié va avoir des choix à faire. Sur ces choix-là, il n'est pas toujours hyper à l'aise. Les représentants syndicaux ou les élus CSE non plus. Bonne nouvelle, les DRH, les managers, les RH non plus. Et ça ne veut pas dire pour autant que le salarié n'agira pas en connaissance de cause. Heureusement, on progresse, on a des idées pour que ce soit non pas quelque chose perçu comme compliqué et difficile, mais vraiment comme avantageux et qui s'éclaircit à mesure qu'on a des questions, parce qu'on va trouver relativement facilement quand même des réponses. Si on ne trouve pas de réponse, on trouve des tiers de confiance auxquels le poser. Et je pense que c'est toute cette chaîne, cette articulation-là qu'on doit trouver ensemble. Le lien avec la fiche de paye, c'était juste pour montrer un exemple d'outil que nous, on met à disposition, qu'on met à disposition des salariés pour qu'ils se retrouvent facilement. Voilà, le Zoom fiche de paye, vous avez une petite lunette qui va se promener avec votre souris pour vous permettre d'éclaircir, de clarifier la partie de votre fiche de paye que vous ne comprenez pas. Voilà, donc ça fait partie, je pense que c'est ce dont les salariés ont vraiment besoin aujourd'hui et on a la même chose, le même type de besoin en matière d'épargne salariale ou d'épargne retraite. Voilà. Je vais surtout laisser la parole maintenant à Virginie qui va vous en dire plus dans un premier temps et selon les échanges également, elle interviendra pour compléter, pour approfondir les sujets selon l'angle qui se déroulera pendant ce webinaire. Merci. Merci à toi, Sophie. Et effectivement, merci à toi d'avoir bien souligné le côté service après négociation. Hein, a fortiori, c'est vraiment prégnant sur le sujet de l'épargne salariale, mais sur tout autre. Ça vaut pour tous les sujets de dialogue social, mais peut-être a fortiori particulièrement sur l'épargne salariale. Et donc, Virginie, à toi la parole. Donc, tu es en charge tu es directrice du développement donc, de l'épargne retraite entreprise chez AXA. Peut-être en préambule, histoire de contextualiser les choses, en actualité, il y a AXA, donc que tu représentes, vous gérez l'épargne salariale, vous la commercialisez, vous choisissez les fonds, mais une entité d'AXA qui s'appelle AXA IM, Investment Management, qui a été vendue à BNP Paribas. Histoire de nous préciser qu'est-ce que ça change ou pas, ça serait intéressant de t'entendre déjà là-dessus. Donc, à toi la parole.
Merci Rodolphe et bonjour à tous. Donc, en effet, chez AXA, on commercialise des solutions d'épargne salariale et d'épargne retraite depuis très longtemps et on a regroupé ces deux activités qui sont très très complémentaires depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, ce qui signifie qu'on a un message commun, une gestion financière commune, des services communs et un service client évidemment commun aussi sur ces deux domaines qui regroupent de l'épargne, mais épargne retraite assurantielle, on va dire, et épargne salariale d'autre part. Donc, on continue plus que jamais à distribuer l'ensemble des offres avec un focus toujours très fort sur l'épargne salariale. Comme tu l'as dit, Rodolphe, la partie société de gestion qui était sur laquelle on s'appuyait jusqu'ici et en grande partie sur AXA IM. Cette société de gestion a rejoint BNP BNP AM qui devient notre partenaire privilégié en matière de solutions financières. C'est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, qui porte d'ailleurs notre gamme labellisée par le CIES. Donc, on conserve la distribution de nos fonds phares, notamment et en très très grande majorité même, on va dire, encore une fois, la gamme AXA Génération, qui est la gamme labellisée par le CIES depuis maintenant plus de 20 ans. Relation privilégiée avec BNP AM pour la partie solutions financières. Et ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est qu'on travaille aussi avec d'autres sociétés de gestion. Donc, nous, notre rôle, quand on construit des solutions d'épargne pour des entreprises et donc pour des salariés, c'est de sélectionner les supports financiers. Et donc, on va chercher les meilleurs supports financiers chez différentes sociétés de gestion. Donc, bien sûr, chez BNP maintenant, mais également chez d'autres partenaires asset managers. Juste une pause, je vais éteindre mon son, si tu peux allumer le tien, parce que je crois qu'il y a... On est d'accord, ouais, je pense qu'il faut régler un problème de son. On est d'accord. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, vas-y, Virginie. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, très bien, ouais. Normalement, ça doit être bon. Vous pouvez parler? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien, ouais. Mais il y avait des bruits de fond, mais là, j'espère que ça va être réglé. Voilà. OK. Bon, bah écoute, merci de cette, ça méritait d'être recontextualisé, hein. Et pour rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne en ce début d'après-midi, sur les conditions d'élargissement, toi, en tant que, tu entends souvent dire l'écho d'avoir des représentants des salariés qui disent, nous, s'il n'y a que la direction qui décide, l'épargne salariale, c'est un sujet voilà, qui est dans la main de la direction, et nous, en tant que représentants des salariés, on a peu de marge de manœuvre. Déjà, en quoi vous, en tant qu'AXA, ben, vous êtes amené à intervenir dans le cadre des conseils de surveillance, dans le cadre des comités des CSE, sur le sujet de l'épargne salariale, peut-être sur les CE, peut-être pas assez d'ailleurs, on verra avec Vincent, en quoi vous êtes amené à parler avec les représentants des salariés d'épargne salariale, et comment ça se passe, comment cette interaction qui n'est pas unilatérale avec les directions? Non, loin de là, et tu as raison, on intervient en effet dans des rendez-vous, on va dire, un peu incontournables, qui sont notamment les conseils de surveillance, que ce soit les conseils de surveillance multi-entreprises ou les conseils de surveillance dédiés à un fonds d'entreprise. Donc, on a différentes configurations, mais on intervient aussi beaucoup dans des comités de suivi, donc des comités de suivi paritaires où on vient faire le point au minimum une fois par an, mais même parfois 3-4 fois par an dans les entreprises pour venir expliquer la performance du dispositif, donc performance en termes de gestion administrative et surtout en termes de gestion financière, et puis montrer l'évolution réglementaire, l'évolution des services et l'évolution aussi, enfin tous les services que l'on peut apporter en termes de communication. Et ça, c'est très, très important, j'y reviendrai. Donc, on a des rendez-vous incontournables comme ça, qui sont pour nous essentiels, parce que ça nous permet justement d'avoir cet échange avec les partenaires sociaux et donc de pouvoir adapter aussi les services en termes de communication, de supprimer le jargon, d'adapter encore une fois le discours pour qu'il soit plus percutant et qu'il serve. L'objectif final, c'est que tous les salariés, tous les épargnants
utilisent pleinement les dispositifs, les comprennent pour qu'ils soient acteurs de ces dispositifs. Donc, on a des rendez-vous un peu incontournables, mais qu'on aime beaucoup. Les CSE aussi, bien sûr, notamment dans le cadre de renégociation de règlements, d'accords. Donc ça se prête beaucoup dans le cadre des évolutions réglementaires, quand il faut faire évoluer les dispositifs pour se mettre en conformité. Ça nous permet de refaire de la pédagogie également. Et puis après, nous, on aime bien aller plus loin parce que la pédagogie financière, c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'encore une fois, il est essentiel que les salariés comprennent leurs dispositifs. Et on ne va pas se le cacher, parfois certains sont assez réfractaires au sujet de la gestion financière, ont un petit peu peur de ce sujet. Donc, notre ambition, c'est de développer, c'est pas de faire des experts de l'ensemble des salariés, hein. C'est pas du tout l'objectif, mais c'est qu'en tout cas, chacun se sente plus à l'aise face aux choix qu'ils ont à faire, notamment quand ils doivent placer leurs primes de participation, d'intéressement, leurs primes de partage de la valeur, ou faire tout simplement un versement volontaire de façon totalement volontaire, comme le nom l'indique. Donc, ce qu'on fait aussi, et ce qui fonctionne très bien en termes de résultats, c'est d'aller à la rencontre des salariés. Parce que là, on parle beaucoup des partenaires sociaux, donc beaucoup d'échanges avec les partenaires sociaux, mais il faut aller aussi plus loin et aller à la rencontre des salariés. Donc ça peut se faire de différentes façons. Une façon très collective, c'est d'organiser des réunions d'information ou des webcasts qu'on a beaucoup développé depuis le Covid, où on n'avait pas trop le choix, on ne pouvait plus aller dans les entreprises, mais on continue parce que ça permet de toucher beaucoup de monde. Ou de faire des sorties cantines. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit peu plus avant que maintenant, mais aller dans les entreprises à la sortie de la cafétéria ou de la cantine pour permettre aux salariés de venir nous poser des questions en one-to-one, ça, c'est très efficace et ça permet de libérer aussi un peu la parole, parce que quand on est dans une réunion collective, on n'ose pas forcément poser la question qui peut être un petit peu personnelle. Donc, pour répondre à ta question, Rodolphe, si je synthétise, non, ce n'est pas la chasse gardée de la direction des ressources humaines. C'est au contraire, je pense, un des sujets les plus collectifs qui soient et les plus partagés avec les partenaires sociaux, qui sont d'ailleurs très intéressés par le sujet, très curieux et souvent très calés, d'ailleurs, sur le sujet, et pas réservé uniquement non plus aux partenaires sociaux, mais vraiment qu'il faut décliner, je dirais, jusqu'au salarié final, qui est l'utilisateur final des dispositifs. Alors, Virginie, je me permets de rebondir. Et votre démarche en termes de communication pour faire passer les messages, tu parlais à la sortie de la cantine ou d'autres occasions comme ça, elle est d'autant plus forte si la DRH, elle s'appuie sur déjà la communication de la DRH. C'est ce que tu m'expliquais quand on a cadré. Si la DRH vous laisse en tant que prestataire complètement solo pour faire la com, ça marche beaucoup moins bien. Et ça peut arriver. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, Rodolphe. Et d'ailleurs, en fait, nous, on fait pas mal de communication au moment fort, donc avant la participation, avant l'intéressement, etc. Ou dans l'année aussi, sur les versements volontaires, qu'ils soient programmés ou ponctuels. Bref, on essaie de rythmer l'année, d'accompagner finalement le dispositif pour le rendre visible, parce que ce sont des super dispositifs, donc il faut qu'ils soient visibles de la part des salariés pour qu'ils sachent que ça existe, et puis encore une fois, pour qu'ils l'utilisent à bon escient. Mais ce qu'on dit toujours aux directions des ressources humaines, c'est que si cette communication de la part du prestataire est accompagnée, voire précédée d'une communication RH, ça a beaucoup plus d'impact. Parce que voilà, c'est une coordination qui se fait et un appui interne qui renforce nos messages. Donc, on fait évidemment ces communications de façon concertée. Nos communications sont d'abord vues par l'entreprise. Et encore une fois, si la communication d'AXA est appuyée par la communication interne des ressources humaines, c'est beaucoup plus efficace. Et je rajouterais, si en plus on rajoute des ambassadeurs qui, au sein de l'entreprise, poursuivent le message. Donc les ambassadeurs, c'est typiquement les partenaires sociaux, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des salariés, enfin des managers ou des salariés qui sont appétents sur le sujet et qui ont envie d'être le relais
de la bonne parole, c'est d'autant plus efficace. Donc, on ne peut pas être tout seul en fait à communiquer. Il faut en effet qu'on soit accompagné pour avoir plus d'impact. OK. Alors, un petit point sur les leviers de négociation. L'idée, c'est de voir comment, il y a une partie des salariés qui en profitent, très bien, qui optimisent les choses, très bien. Il y a une frange, assez conséquente de salariés qui ont pas, qui ont peur, qui ont pas la confiance, et cetera. Et les leviers de négociation pour les partenaires sociaux, si on peut parler par exemple, de frais de gestion, c'est quoi les leviers? Tu me parlais par exemple, l'ancienneté, des choses comme ça, pour permettre à un maximum de salariés de pouvoir en voir la couleur. En gros, quelles sont les pistes sur lesquelles aussi les représentants des salariés peuvent agir dans le cadre de la négo, là, pour le coup? Alors, moi, je ne suis pas une experte de la négociation, donc ça, je laisserai ça ces sujets aux partenaires sociaux. Et moi, mon rôle, et je dirais mon conseil, c'est, et par rapport à ce que tu disais, Rodolphe, c'est justement le fait que tout le monde ne profite pas des dispositifs qui sont mis en place. On va rappeler que ce sont des dispositifs collectifs. Donc, ce sont vraiment des dispositifs qui concernent l'ensemble des salariés. Et on est d'accord pour dire que c'est bien dommage si l'ensemble des salariés n'a pas connaissance ou en tout cas n'utilise pas le ou les dispositifs mis en œuvre dans l'entreprise, s'ils ne vont pas chercher l'abondement, s'ils n'optimisent pas, on va dire, les moyens qui sont mis à leur disposition. Et je dirais que dans la négociation ou en tout cas dans les échanges que l'on peut avoir ou dans les propositions d'offres que l'on peut faire sur l'ensemble du marché, il y a un point qui pour moi peut être différenciant et en tout cas mérite de s'y attarder, c'est comment justement on communique, comment on valorise le dispositif auprès de l'ensemble des salariés. Donc le fait de proposer justement d'aller à la rencontre des salariés, le fait d'avoir une communication extrêmement pédagogiques qui permettent à tous de se sentir concernés et à tous de pouvoir comprendre justement les dispositifs qui sont mis en œuvre. Ça, pour moi, c'est un point essentiel, c'est de regarder comment va se faire la communication, comment va se faire l'accompagnement, pas uniquement au moment de la mise en place du dispositif, mais dans la durée. Parce que au moment de la mise en place, évidemment, ça demande une communication très forte, mais en fait, il faut accompagner les salariés tout au long de leur vie et puis accompagner les nouveaux qui vont arriver au fur et à mesure. Donc cet engagement sur la communication et sur l'accompagnement, pour moi, c'est un point essentiel. Parfait, merci à toi Virginie. Je vais passer donc, alors libre à toi comme à Sophie, au regard de ce que vous allez entendre, de rebondir, surtout que ça va faire écho ce que Sophie et ce que tu as dit, au regard des témoignages qu'on va entendre. Et on va commencer avec notamment, je vois Yaouté, là je réponds à l'oral, Outé, bonjour Outé, dans le chat qui pose la question des frais de gestion qui sont généralement pris en charge par l'employeur. On verra avec le thème, je ne spoil pas, mais on verra avec Vincent que les frais de gestion, c'est un sujet et que l'employeur, il ne les prend pas forcément en charge et parfois, c'est un peu déconnant et on en parlera dans certains contextes. Donc, écoutez, on te répondra sur ce système-là. Donc, Benoît, on va commencer avec ta casquette, on va dire, confédérale, en tant que représentant CFDT au CIES, Comité intersyndical de l'épargne salariale. Vous labellisez donc des fonds d'épargne salariale. Et en guise de contexte, quand tu me disais, quand on a cadré, tu me rapportais que donc l'encours total de l'épargne salariale, c'est 140 actuellement, sont à peu près 140 milliards d'euros, et les fonds labellisés CIES, donc avec les partenaires sociaux dans la boucle, ça représente 39 milliards. Avec des fonds article 8, article 9 principalement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sacrée marge de progression, on est d'accord, hein, pour élargir le spectre des fonds sur lesquels les représentants des salariés sont impliqués et sont peut-être d'autant plus à l'aise de les promouvoir dans les entreprises, d'en faire la publicité, la communication, la pédagogie, etc. À toi. Oui, juste pour situer, le comité intersyndical de l'épargne salariale regroupe 4 organisations syndicales représentatives, CFDT, CFTC, CFECJC et CGT. Depuis 2002, ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble
pour un investissement socialement responsable. Au début, c'était un défrichage et maintenant, c'est déjà quelque chose de connu et de reconnu. Un certain nombre Donc, on labellise des fonds à partir d'un cahier des charges, un cahier des charges qui est très social, mais aussi pour une planète qui soit durable, qui fait attention aussi aux questions de gouvernance, et puis très centré sur les questions, plutôt sur un univers européen, puisqu'on est centré sur la question de l'emploi, l'accès à l'emploi en France et en Europe. Donc, effectivement, l'épargne salariale, on s'appuie sur les chiffres de l'Association française de gestion, hein, qui tous les 6 mois met à jour les statistiques à partir de la remontée des gestionnaires de fonds. J'ai oublié de dire qu'effectivement, AXA fait partie des gestionnaires d'actifs qui ont des fonds labellisés CES, hein, bien sûr. Il y a 91 fonds et 9 gestionnaires d'actifs qui ont des fonds labellisés. Donc l'AFJ, effectivement, les dernières statistiques datent de juin 2025. On attend bientôt celle de décembre, mais à juin 2025, l'épargne salariale en France, c'était 220 milliards d'euros. Dedans, on enlève 80 milliards d'actionnariat salarié, parce que l'actionnariat salarié, on ne peut pas peser en termes de SG, d'environnemental, social et gouvernance. Donc, c'est un autre statut. Et donc, il reste effectivement les 50 milliards dont tu parles. Et là-dedans, le CES est le premier label reconnu d'épargne salariale pour 39 milliards d'euros. Je parle de label reconnu parce que je rappelle que la loi partage de la valeur a mis en avant qu'il fallait que toutes les entreprises désormais aient au moins un fonds responsable dans leur gamme de fonds, et plus un fonds solidaire. Et dans les labels reconnus responsables, le CES en fait partie. Il y a le label ISR, il y a le label Finansol, hein, qui est plutôt pour les fonds solidaires. Et puis, il y a le label Greenfin, qui est très porté au ministère de l'écologie. Et un cinquième que je ne cite pas, puisqu'il est en extinction. Et donc, le label CES, c'est le premier label d'épargne salariale. Alors, quand tu dis il y a des marges de progrès, l'objectif pour moi n'est pas de dire qu'on couvre 100% effectivement de cette épargne uniquement avec le label CES, mais là où tu as raison, c'est que les fonds dits durables, par exemple, parce qu'on défend d'abord une épargne qui soit vertueuse. Et une finance vertueuse veut dire que les fonds soient gérés de manière socialement responsable. Et l'AFG, là-dessus, montre que sur les 140 milliards, 120 milliards sont de article 8 ou 9 au sens de la réglementation européenne, qui sont des fonds donc, qui ont quand même une méthodologie de gestion qui garantit des conditions de vertueux social et environnemental et de qualité de gouvernance. Donc, ça veut dire déjà il y a 20 milliards d'euros qui ne sont pas couverts par ce durable. Et donc, le premier objectif pour nous, c'est comment faire en sorte de faire évoluer les plans d'épargne des entreprises pour qu'il n'y ait plus ces fonds qui font n'importe quoi, finalement, qui financent peut-être des activités qui sont très discutables, qui financent peut-être des questions des entreprises qui ne sont pas claires avec la fiscalité, avec la corruption, et ça, on ne veut pas l'accepter. Ensuite, pour nous, le deuxième intérêt, c'est qu'on puisse mieux couvrir les fonds labellisés. On est convaincu qu'un fonds vertueux sera meilleur en termes de gouvernance s'il est labellisé, parce que les fonds sont déjà suivis par des conseils de surveillance, on a parlé tout à l'heure, hein, dont les salariés ont des représentants. Mais il y a aussi l'intérêt d'avoir un label, c'est qu'il y a aussi un comité de gouvernance du label qui lui aussi exprime ses exigences et s'assure de la conformité au cahier des charges. Donc c'est un niveau de gouvernance qui garantit une meilleure qualité de gestion des fonds. Et donc notre objectif, c'est de voir comment à terme, on puisse approcher 100% des fonds labellisés, pourquoi pas. Et que là-dedans, chaque label trouve sa place, sachant que certains fonds peuvent avoir multilabels. Hein. Certains fonds sont à la fois labellisés CES, ISR, Finansol. Donc, il y a un peu de tout. Donc, effectivement, la progression, elle va être effectivement dans la couverture. Et la progression, elle est aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, dans le fait qu'aujourd'hui, les données statistiques montrent que seulement 20% des salariés des petites entreprises sont couverts par un dispositif d'épargne salariale. C'est très insuffisant. Et la loi partage de la valeur permet effectivement d'aller plus loin. Il y a un objectif, c'est comment on couvre davantage des salariés qui aujourd'hui ne connaissent pas l'épargne salariale, alors que c'est un outil qui est fiscalement et en termes d'impact bien plus fort que de l'assurance vie.
Alors, tu vas en reparler de ça, parce qu'avant de parler de la question des TPE à la faveur, et ça sera l'occasion avec l'accord concrètement avec ce que vous avez négocié au niveau de la métallurgie, de la branche métallurgie, mais avant ça, tu m'expliquais que tu représentes le label CIES au niveau macro, vous labellisez, etc. Vous avez des commissions mais tu me disais que, et c'était un peu, vous avez dans l'idée de dire, il faudrait quelque part un réseau de correspondants du CIES, de militants. Virginie a parlé d'ambassadeurs. Et ben quelque part, d'ambassadeurs de votre côté, de représentants syndicaux, de représentants des personnels qui ont vraiment la fibre ES, qui sont capables d'en parler, qui portent le sujet, qui soient capables de porter la parole et de faire de la pédagogie sur le sujet auprès des entreprises. C'est bien ça l'idée, enfin, d'essayer de mailler davantage, parce que tu me disais que souvent tu notais, et tu regrettais que les représentants du personnel étaient mis dans la boucle par les directions trop tard, enfin, au moment de la sélection des fonds. Et bon, bref, entre guillemets, la messe était dite, quoi. Oui, je crois que déjà, l'expérience du terrain montre que quand des salariés s'expriment auprès de nous parce qu'ils sont sollicités éventuellement par un projet de mise en place d'un plan, d'un nouveau plan d'épargne, ils ignorent qu'ils ont le droit de négocier déjà. Ils ont l'impression que c'est normal que ce soit l'entreprise qui amène son projet puis qui dise qu'est-ce que vous en pensez quand elle le fait. Or, c'est l'argent des salariés. Donc, c'est l'argent des salariés. Ça fait partie du pouvoir de négociation sans problème des syndicalistes. Mais pour pouvoir négocier, il faut être effectivement éclairé, comprendre les enjeux d'un sujet qui n'est pas simple. Et ça rejoint la question de la formation. Et on se rend compte qu'effectivement, beaucoup de salariés manquent d'informations sur ce qu'ils peuvent négocier, le périmètre, le cadre. Hein. Tout à l'heure, on en parlait, tu disais qu'ils étaient les leviers. Il y a des leviers déjà sur l'intéressement. Quels sont les critères qu'on peut utiliser pour effectivement définir un intéressement d'entreprise? Et on peut mettre en avant qu'il n'y a pas que des critères financiers, on peut mettre des critères extra-financiers. Après, dans la manière de redistribuer, on peut très bien faire une distribution uniforme sur l'épargne salariale. Et ça permet de redistribuer, contrairement aux salaires qui sont hiérarchisés. Mais on peut aussi négocier les plans d'épargne, donc choisir les fonds, choisir les niveaux de risque. Évidemment, il faut couvrir tous les risques depuis le moins risqué au plus risqué, mais on peut dedans davantage mettre de labels, davantage mettre pourquoi pas d'obligations fléchées vers de l'énergie, enfin du durable, du social. Enfin, on a des marges de manœuvre, mais encore faut-il être formé, et il y a un vrai déficit de formation. L'intérêt d'un réseau qu'on commence nous à construire, mais la CFDT le fait, la CFG, aussi, enfin les autres organisations syndicales, c'est aussi déjà de transmettre de l'info pour bien comprendre l'état des lieux, les leviers, les enjeux, ce qu'on peut négocier, l'évolution de la législation, et puis surtout comprendre les positionnements syndicaux qu'on peut avoir dans ces démarches. Et on est convaincu qu'il ne suffit pas d'assurer de la formation, il faut aussi entretenir un réseau d'information et de communication entre toutes les entreprises au niveau confédéral. C'est un enjeu ambitieux, mais très souvent, on a dans les entreprises des salariés syndicalistes qui sont vraiment sensibles à cette question d'épargne et puis qui ne traitent pas des autres sujets de syndicalisme. Mais ceux-là, il faut au moins les capter pour qu'ils rentrent dans un réseau d'échange qui leur permettra d'être plus musclés face à la direction. Excuse-moi, parce qu'il y a Benoît, il y a une question de Benoît qui est intéressante. Ah, tu es Benoît aussi, alors je te relance. Je sais pas si la question de Benoît, c'est regardez-les, et si ça sonne à vos oreilles, n'hésitez pas. Mais alors, je te relance sur, tu commences à en parler, la question des TPE, des TPE, PME. Et donc, où il y a la grande partie des salariés n'ont pas d'accès à l'épargne salariale. Et donc, vous, au niveau de la branche de la métallurgie, il y a eu un accord là, signé récemment qui prévoit donc la création d'un FCPE au niveau de la branche, avec un accord clé en main prêt à signer pour les dirigeants de ces boîtes-là. Mais quand on cadrait, et Virginie, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, tu disais, OK, tu parles d'un réseau de représentants des salariés, sauf que dans les TPE, les représentants des salariés, ils sont rares.
C'est une espèce très, très rare, même pas en voie de disparition parce qu'elle n'a jamais existé. Et donc, comment on fait et comment, dans le cahier des charges, vous avez bien essayé de blinder les engagements de communication du prestataire sélectionné? Alors, l'intérêt d'un accord de branche, enfin d'ailleurs, il y a 5 accords de branche, puisqu'il y a un accord sur les questions d'un accord d'intéressement, un accord sur la participation, un accord sur un plan d'épargne interentreprise de branche, un accord sur un plan d'épargne interentreprise de retraite collective de branche, et puis un accord de gouvernance. Mais effectivement, le premier intérêt, c'est qu'une petite entreprise, elle n'a pas le temps d'aller chercher, de creuser, d'aller comprendre quels sont les différents outils et fonds qui existent sur le marché, de mettre en concurrence, de travailler aussi les risques juridiques. Et là, l'intérêt d'un accord de branche, c'est que ça leur apporte une possibilité de construire un accord clé en main en cochant des cases, simplement. Très, très facile. Et puis, c'est protégé. La DREETS a donné à regarder le sujet et l'a validé, donc la direction du travail. Et donc, ça a été aussi négocié au niveau des syndicats de branche. Donc, effectivement, ça permet d'avoir quelque chose qui est couvert et gouverné au niveau de la branche. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir très vite basculer vers un dispositif de manière simple, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des éléments de négociation, puisque les cases à cocher peuvent discuter, négocier au niveau d'une entreprise. Alors, quand il y a un représentant syndical, eh ben, ce qu'on encourage, c'est bien que le chef d'entreprise le rencontre et en discute. Et puis, quand il n'y en a pas, c'est que, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il peut y avoir effectivement des DUE, hein, c'est autorisé par la loi, donc des accords unilatéraux d'entreprise. Alors, la question de comment on déploie cet accord de branche, eh bien, c'est pour ça que c'est important le choix de l'opérateur. Un des critères du choix de l'opérateur qui a été retenu, c'était qu'il avait lui-même un contact terrain fort auprès d'un réseau d'entreprises, de différentes entreprises un peu partout en France, et qui pouvait donc faire de la communication et de l'information sur ces niveaux dispositifs auprès de ses clients. Le deuxième réseau, c'est le réseau du syndicat Union patronale métallurgie, qui a son rôle à jouer pour faire connaître à ses adhérents ces nouveaux accords, ces nouveaux outils, qui peut être un moyen de faire du partage de la valeur autrement que ce qu'ils font d'habitude. Et puis nous, après, organisation syndicale, mais comme tu dis, dans les petites entreprises, ce n'est pas forcément là qu'on est présent. On voit bien aussi les taux de participation aux élections, c'est assez catastrophique. Ça montre bien qu'il y a un abîme, quoi. Mais d'où l'importance qu'effectivement, des organisations syndicales territoriales puissent représenter les salariés. Et donc, il y a vraiment un travail de communication, de sensibilisation. Associée à la loi, elle peut nous aider, la loi partage de la valeur, puisqu'elle impose quand même à certaines entreprises, il n'y a pas que les moins de 50 qui sont concernées, la loi partage de la valeur impose des dispositifs à des entreprises qui font 3 ans de suite des bénéfices. Donc, il y a quand même des contraintes réglementaires qui poussent à aller vers des dispositifs. Et si là, on a le chef d'entreprise a sous la main l'outil qui est l'accord de branche et la possibilité d'y adhérer, c'est un moyen effectivement facile de pouvoir rentrer dans la démarche pour des situations, des solutions qui sont donc, comme je le disais, par les fonds qu'on a choisis, qu'on a retenus, qui sont des fonds donc, qui sont tous articles 8 ou 9, hein, donc qui sont gérés de manière socialement responsable. Parfait, merci Benoît. Parfait. Peut-être Virginie, si tu veux rebondir sur la partie branche, peut-être, en quoi c'est un enjeu majeur. Hein. Comme l'a très bien dit Benoît, la partie les accords de branche, c'est en effet un enjeu important en termes de diffusion des dispositifs d'épargne salariale, notamment dans les plus petites structures. Alors c'est vrai que la réglementation aide en donnant contraintes ou des opportunités, on va dire, de se pencher sur la question. Et d'ailleurs, on le voit, hein, autant les premiers mois après la loi partage de la valeur, on se disait, bon, c'est très timide, mais on l'a vu notamment en fin d'année 2025, il y a du succès. Enfin, on voit que ça fonctionne et que le message se diffuse et que les entreprises s'équipent de plus en plus, quelle que soit leur taille, et notamment sur les entreprises à taille plus humaine. Et après, j'appuierais aussi sur le point de la distribution. C'est vrai que les accords de branche,
L'enjeu, c'est qu'il fonctionne, donc qu'il soit bien diffusé, qu'il soit bien communiqué, qu'il soit bien connu de la part des entreprises qui composent la branche. Et là, en effet, il y a un vrai besoin d'avoir un canal de distribution qui accompagne cette diffusion et qui permette en effet de rencontrer le succès escompté. Donc, il faut un vrai appui local, une vraie force de frappe locale pour accompagner le mouvement. Ok, merci Virginie. Parole à Jean-Paul Vouillet. Alors, Jean-Paul, donc tu es le coordonnateur CFTC de HPE, donc à peu près 1000 salariés. Votre FCPE chez HPE, c'est 120 millions d'euros d'encours. Alors, ce qui est avec 8000 salariés avec 8000 salariés. Et bon, vous êtes 1000 salariés, donc ça veut dire qu'il y en a une grosse partie de retraités. Vous avez 4 représentants des salariés au conseil de surveillance. Alors, pour entrer dans le sujet vraiment de cet après-midi, c'est donc HPE, vous êtes à 99% des cadres. D'accord. On peut donc ça, avec des présupposés, on peut dire il y a il y a une certaine éducation financière, etc. Pour autant, et ce qui est quand même, je trouve intéressant, et je vais te lancer là-dessus, c'est que 99% de cadres, mais pour autant, eh ben, il y en a 20% quand même qui ne profitent pas de l'abondement. Il y avait une question qui a été posée sur l'abondement, qui représente à peu près 800 euros, donc il la laisse passer. Donc c'est quand même 20%. Et tu en as également, il n'y en a que 30%, à l'inverse 70%, qui n'optimisent pas, par exemple, leur compte épargne-temps, quand ils en ont trop, pour les transférer dans le mécanisme d'épargne salariale avec la défiscalisation qui va avec. Et donc, il y en a 70%, il n'y en a que 30% qui le font. Donc, ça montre bien le besoin de pédagogie qu'il y a à faire, d'explication pour optimiser le truc. À toi la parole. Le micro. Ton micro. Le micro. Ouais, Excusez-moi. c'est bon. Donc, merci Rodolphe, et puis merci à Benoît et Virginie aussi qui sont intervenus pour démontrer qu'au niveau de l'entreprise, il y a énormément d'enjeux autour de l'épargne salariale. Alors, chez HPE, on a 2 dispositifs essentiels, 3 même, avec un cadencement 2 fois par an. En ce moment, par exemple, au mois de mars, les salariés ont à choisir comment placer leur participation. Ils ont plusieurs choix à faire. Et donc, malgré la communication du gestionnaire de fonds, malgré la communication éventuelle de l'entreprise qui n'a même pas eu lieu cette année, les salariés ont besoin d'une synthèse très courte, très claire, plus courte que n'importe quel manuel, de façon à leur expliquer les choix qu'ils ont en face d'eux et les conséquences de ces choix. Alors, tu disais, c'est incroyable qu'il y ait des gens qui passent à côté de ces choix et à côté de cet argent, mais c'est un mail parmi des milliers, puisqu'il y a une surcharge numérique invraisemblable. Donc c'est important d'être un acteur qui fait que vos communications, ils vont les lire. Et elles ne s'adressent d'ailleurs pas seulement aux adhérents, elles s'adressent à tous les salariés. Donc, en ce qui concerne le choix de la participation, par exemple, on leur fait une petite newsletter, et je viens d'envoyer d'ailleurs un rappel ce matin pour qu'ils ne laissent pas passer de la date limite, qui leur explique comment est calculé le pourcentage. Là, on parle de 1,08%, ça fait un peu plus d'1 million. Comment c'est calculé? Et même s'ils trouvent le montant sur le site du gestionnaire des fonds, là, ils vont déjà avoir une idée comment c'est calculé en fonction du salaire de référence, du plafonnement, etc. Et quels choix ils peuvent faire, c'est-à-dire soit se la faire payer, mais avec les inconvénients qui vont avec, soit la placer sur le plan d'épargne d'entreprise, et à ce moment-là, c'est bloqué 5 ans, mais on explique aussi tous les cas de déblocage, soit ne pas faire de choix. Et le conseil de surveillance de l'épargne salariale
donc qui est géré avec 4 membres représentant les salariés et 4 membres représentant la direction. C'est d'ailleurs la seule instance paritaire qui est présidée par les représentants des salariés. Je n'en connais pas d'autres. Et donc, ils ont le choix qui a été fait par le conseil de surveillance, c'est de dire, bon voilà, s'il n'y a pas de choix du salarié, il y a la moitié qui va là et l'autre moitié qui va là. Donc, et on explique aussi, puisque il y a le PERCOL un peu dans cette histoire, quels sont les cas de déblocage et la différence des cas de déblocage entre les deux dispositifs, plan d'épargne d'entreprise et PERCOL. Et ensuite, on va avoir un autre moment important au mois d'octobre. C'est ce que tu disais, Rodolphe, et c'est le moment où il y en a 20 à 30% qui vont passer à côté de l'abondement de 800 €. Et c'est par rapport à notre année fiscale, hein, elle est au 1er novembre. Et donc, ce choix qu'ils doivent faire, s'ils ne font pas de choix, c'est sanctionné, parce qu'ils perdent cet amendement. Ils peuvent se rattraper le mois suivant, mais ils le perdent sinon. Donc, le choix qu'ils doivent faire, c'est quel montant je mets de mon salaire, puisque ça va être prélevé automatiquement, sur quel fonds. Les fonds étant surveillés par le conseil de surveillance par rapport aux indices de référence, etc. Donc, il doit faire un choix. Nous, on ne va pas lui dire sur quel fonds mettre. Un fonds risqué, un fonds pas risqué, les actions de l'entreprise, ce n'est pas notre rôle. Et il va trouver d'ailleurs les sensibilités au risque et les descriptions de ces fonds, leurs performances passées, actuelles, sur le site du gestionnaire. Notre rôle, ça va être de dire qu'il y a une date limite, qu'il y a un abondement optimisé, un certain montant en fonction de leur salaire pour avoir le maximum. Et là aussi, à nouveau, quels sont les cas de déblocage entre le plan d'épargne d'entreprise, le PERCOL, les avantages des uns et des autres. Et puis aussi, comment souscrire, voilà, de façon très simple, ça c'est aussi expliqué par les gestionnaires, mais par exemple, plutôt choisir les montants en pourcentage que les montants en euros, etc., etc. Et puis, il va y avoir une deuxième interrogation, et je vais terminer là-dessus, c'est les transferts de jours de CET dont tu as parlé. Donc, chez nous, il y a des congés épargnables, et il est possible, donc au mois d'octobre, d'en transférer 10 de façon défiscalisée sur le PERCOL. Et donc là aussi, ben, il y a des questions à se poser, et tout le monde ne le fait pas, mais à la limite, ça c'est plutôt normal, mais ça touche un tiers des salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 800 € d'abondement de l'entreprise, il est pour nous, représentants du personnel, essentiel qu'il y ait une participation la plus importante possible. Parce que sinon, c'est un dispositif qui peut être remis en cause par une faible participation, voire même être remis en cause par un syndicat qui considère qu'au lieu de mettre de l'argent là-dedans, l'entreprise devrait les mettre dans les salaires. On a vu ce genre de choses. Donc, c'est très important que la participation soit la plus importante possible. Le plus de représentants du personnel formés pour rejoindre les conseils de surveillance et pour expliquer aux salariés, les sensibiliser et donc faire, comme on le verra sans doute avec l'intervenant suivant, de la communication un peu innovante pour intéresser les salariés à cet argent et la façon dont il est géré. Voilà, Rodolphe. Merci à toi. Et bah, tu l'as souligné. Et, bah, si j'ai bien compris, quand même, avec l'exemple de la participation, c'est vous que c'est la direction. C'est pas la direction qui a embrayé en disant la participation tombe, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ça, c'est il y a eu, c'était silence radio là-dessus. Hein. Oui, bah alors c'est la première année que ça arrive. C'est tout à fait étonnant. Et puis on a aussi des salariés internationaux qui ne parlent même pas français dans nos centres d'expertise à Grenoble ou à Sophie Antipolis. Et d'habitude, il y a une communication en français, en anglais. Cette année, il n'y a absolument rien eu de l'entreprise. Donc on va dire, ça repose sur nous, parce que le message du gestionnaire de fonds, il est très court. Hein. C'est aller sur le site et puis faites un choix, quoi. Donc nous, donc voilà, ça paraît super important qu'on s'empare de ça pour que ça ne disparaisse pas. D'accord. Je te relance, tu en as parlé avec les adhérents. Ça fonctionne très bien. Je pense que Virginie, tu pourras aussi rebondir là-dessus. Le côté, comme par exemple, quand vous organisez des visios en intra avec vos adhérents pour parler du sujet,
ça Oui, intéresse un levier de fidélisation de vos adhérents, on va dire. même des salariés, parce que ça montre qu'il y a une expertise sur ce sujet-là, et puis on fait aussi beaucoup d'autres dossiers pratiques. Ça paraît vraiment important de montrer qu'il y a des spécialistes de bon niveau, de très haut niveau même, au sein des syndicats. Maintenant, je n'ai pas le droit, dans l'accord sur la représentation du personnel, de faire des téléconférences avec les salariés. Donc, ce que je fais, c'est une téléconférence mensuelle avec des informations pour décrypter l'actualité sociale et des informations pratiques. Donc, typiquement, au mois de mars, je vais expliquer de visu les choix qu'ils doivent faire, etc. Et puis, sur le terrain, là, je reviens d'un petit tour de France sur Lille, Grenoble, Lyon et Sophie Antipolis, où j'ai profité de ce temps de parole avec les salariés pour leur rappeler qu'ils avaient un choix à faire avant le 25 mars, 17h. Mais Parfait. je pense que Je te laisse peut-être répondre à Alain s'il demande s'il y a un abondement par écrit. Si tu vois, je pense pas qu'il y ait d'abondement, mais je te laisse préciser ça. Virginie, merci à toi, Jean-Paul. Virginie, par rapport à ce que disait Jean-Paul sur l'appétence en termes d'information, quand on cadrait, tu disais que le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionnait le mieux, quoi. Si tu... Oui, alors la machine à café, on remplacera jamais la machine à café. Et il faut surtout pas la retirer, la machine à café. Ça, c'est très, très utile. Mais ce qui est flagrant, c'est en effet, ce dont Jean-Paul parlait à l'instant, et les périodes où les salariés doivent faire un choix de placement pour leur participation, leur intéressement, etc. C'est une période de curiosité et un peu de stress aussi, de savoir est-ce que je vais faire le bon choix. Et en fait, le choix n'est pas forcément évident parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas expert en termes de gestion financière. Les supports financiers ont parfois des noms qui ne veulent pas tout à fait, enfin, qui ne sont pas suffisamment explicites, on va dire, pour le grand public et qui peuvent aussi créer un petit peu de confusion ou de stress. Donc, la machine à café au moment de la période de participation et d'intéressement est très utile pour rassurer les collègues et puis pour amener justement les personnes à se poser les bonnes questions sans évidemment aller jusqu'à donner un conseil financier, chose que personne n'a le droit de faire, à part quand on est vraiment conseiller financier. Mais voilà, il y a en effet le tiers de confiance, comme on dit, aller parler à son collègue, à son manager, à son ami au boulot pour avoir pour être rassuré. Je pense que ça marche dans toutes les entreprises quand on n'a pas la chance, en effet, d'avoir des intervenants, des ambassadeurs, des partenaires sociaux qui ont aussi cette appétence pour communiquer sur le sujet. Et qu'est-ce que ça t'inspire, toi, quand tu vois des salariés qui passent à côté de l'abondement? Ça t'inspire quoi? Alors moi, ça me fait mal au cœur. J'en dis toujours, quand je fais des réunions salariées, j'en dis toujours, c'est comme si vous refusiez une prime. Après, il faut nuancer aussi, parce que finalement, quand l'abondement est accessible par le biais d'un versement volontaire, tout le monde n'a pas la capacité de faire un versement volontaire. Donc, il faut aussi relativiser. Et c'est pour ça, quand on revient sur le sujet tout à l'heure de la négociation, il faut aussi tenir compte de la capacité financière de chacun et comment faire en sorte que tout le monde puisse accéder à l'abondement. Alors, encore une fois, quand l'abondement est limité au versement volontaire, ça peut limiter naturellement l'accès à l'abondement. C'est pour ça que aussi ouvrir l'abondement au versement, à l'investissement de la prime de participation, d'intéressement, la prime partage de la valeur, etc. Enfin bref, à l'ensemble des sources d'alimentation qui existent en épargne salariale, ça permet de donner un accès facilité, entre guillemets, à l'abondement. Après, on n'arrivera jamais à 100% de salariés qui utilisent l'abondement, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la consommation des enveloppes d'abondement des entreprises. Donc, les entreprises ont un indicateur sur leur espace employeur pour voir quelle est la consommation de l'enveloppe d'abondement. L'idée, ce n'est pas de regarder tête par tête, c'est vraiment de regarder la consommation de l'enveloppe globale au fil du temps dans l'année. Et nous, en tant que prestataires, ça nous donne aussi des indicateurs à discuter avec l'entreprise et les partenaires sociaux pour pouvoir justement travailler sur la communication. Comment faire en sorte que les salariés connaissent la formule d'abondement, connaissent l'existence de l'abondement et comprennent ce que ça veut dire. Parce que moi, je reste scotchée par une remarque que j'avais eue d'une jeune salariée dans une entreprise
qui m'avait dit non, moi je ne vais pas chercher l'abondement sur le PERCOL parce que quand je vais quitter l'entreprise, il devait avoir entre 25 et 30 ans, quand je vais quitter l'entreprise, de toute façon je ne l'aurai pas, enfin je vais perdre cet abondement. Je dis, ben non, l'abondement, c'est votre épargne, ça. Enfin, vous le gardez à vie, enfin, vous le gardez, c'est à vous, quoi. Donc, il faut aussi qu'on lutte contre certaines idées reçues, ou en tout cas qu'on encourage la pédagogie et une meilleure connaissance des dispositifs, parce que ça contribue aussi beaucoup à l'utilisation. Parfait, merci à toi. Alors, parole à Vincent. Alors, Vincent, toi, donc, je rappelle, tu es président du conseil de surveillance du FCPE de Carrefour. Donc, une autre dimension que HPE, je ne sais pas combien de salariés Carrefour qui sont concernés, beaucoup, ce n'est pas 99% de cadres, ce n'est pas les mêmes niveaux de rémunération, c'est des conditions d'accès à l'abondement, à l'épargne salariale qui sont radicalement différentes. Et ben, au regard de ce que je viens de dire, donc oui, pour le contexte quand même, le FCPE Carrefour, c'est 1,3 milliard d'encours. Et tu me rappelais un truc, je fais un petit aparté là-dessus, mais il y a chaque année, vous avez, je reprends les éléments de cadrage que tu m'avais apportés. Chaque année, il y a 1000 comptes inactifs et donc repérés par la Caisse des dépôts. Ça fait 1,8 million d'euros qui vont à la Caisse des dépôts chaque année parce que les comptes sont considérés comme inactifs. Voilà. Et tout ça, ça augure de quoi en termes toi, en tant que président du fonds de surveillance? Quelle démarche de communication tu veux impulser, tu t'emploies à impulser pour que ça s'élargisse, qu'un maximum de salariés aient connaissance des trucs, puissent prendre des décisions en conscience, etc. À toi. Alors oui, Rodolphe. Comme tu disais, c'est ce qui est compliqué. On parle de beaucoup de communication sur l'épargne salariale. Et ce qui est bien dans cette visio, justement, Sophie en a parlé, on parle beaucoup des fiches de paye. Mais les fiches de paye, voilà, déjà qu'elles ne sont pas très, très compréhensibles. Donc, du coup, ce qu'on a accès, nous, justement, au niveau avec l'entreprise, c'est-à-dire, justement, on refait avec la fiche de paye comme une affiche en plus vis-à-vis de la direction. Et ça permet d'avoir déjà des rappels, par rapport à ce que tu disais. C'est déjà de parler de l'épargne. Et pas parler de l'épargne comme si parler de l'épargne une fois dans l'année au niveau de la campagne de participation. Enfin, là, ce n'est pas une affiche. Là, c'est mauvais. Ouais, si je viens de voir ce que tu viens d'afficher. Ça, c'est vraiment ça, c'est au niveau syndical, d'accord. Ça, c'est voilà. Je sais pas si je l'entends pas, mais donc nous, c'est vraiment en axe avec l'entreprise, dans le sens qu'on reparle de l'épargne salariale, mais au niveau de la pédagogie. Quand on parle de pédagogie, et Sophie, tu l'as dit aussi, c'est que on parle, il faut se répéter. L'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition, et on est obligé, on est acteur. Comme Sophie l'a dit aussi, enfin Sophie, ou je ne sais plus qui l'a dit, c'est qu'on est tous acteurs d'un accord, que ce soit les organisations syndicales ou aussi la direction. Et ce qui est beaucoup plus complexe, c'est que parfois, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et au niveau de l'année, ce qu'on fait, nous, au niveau de l'entreprise, c'est que ce soit au niveau syndical, c'est qu'au niveau du conseil de surveillance, ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant que j'ai repris la présidence du conseil de surveillance. C'est qu'avant, il y avait un peu les OS qui se regardaient. Moi, je ne fais pas de différence au niveau des OS. Et ça, c'est hyper important. L'épargne salariale, c'est quelque chose de collectif. C'est un accord collectif. Que les OS, les organisations syndicales, soient signataires ou non, on est là pour avancer. Avancer pour que les acquis des salariés soient compris surtout. Tu dis au niveau Carrefour, nous, on a plusieurs fonds. On a plusieurs fonds différents. Et justement, dans la compréhension, on a essayé de faire dans les noms, d'avoir le côté prudent, vous voyez, prudent solidaire. On a mis le côté long terme Carrefour. Donc, c'était vraiment le côté avec le PERCOL. Ça montre que c'est un investissement sur le long terme pour essayer de dire que le nom du fonds soit beaucoup plus compris. D'accord. Après, ce que tu disais juste avant aussi, c'est que par rapport on a une problématique, c'est sur les comptes inactifs. Alors, les comptes inactifs, c'est entre 1,8 million et 2 millions par an. Et ce qui se passe, c'est que oui, lorsqu'un compte est inactif, au bout de 10 ans, il passe automatiquement à la Caisse des dépôts. Et il faut faire la demande, sinon l'État reprend. Et on a remarqué que c'est souvent des personnes qui sont soit en CDD, soit en cours, il reste 2-3 ans. Voilà. C'est sur leur PEG, leur plan épargne groupe. Et au bout de 5 ans, c'est accessible, mais ils ne l'utilisent pas forcément. Donc ça, c'est pareil. Ça veut dire que dans l'entreprise,
mais que ce soit entreprise Carrefour ou d'autres entreprises, on parle l'abondement. L'abondement, ça ne parle pas aux personnes. Nous, parce qu'on est dans ce jargon économique. Donc, c'est à nous, au niveau de l'entreprise ou au niveau syndical, d'essayer de, voilà, comme là, tu es en train de l'afficher. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on a fait cette année au niveau de FO Carrefour. C'était de justement mettre une version en BD. On crée avec l'IA. Oui, on utilise l'IA au niveau BD pour faire comprendre, je ne sais pas si vous voyez tous au niveau de l'écran, on parle de l'abondement, qu'est-ce que l'abondement? Et à côté de ça, on se dit, bah tiens, tu as ton intéressement, avec ton PEG, tu peux avoir sur 450 € de ton intéressement, tu peux avoir 180 € en plus. À côté, sur la prime de participation, c'est 150 €. Parce que quand on parle de 40% d'un côté ou 30%, des fois, les gens, ça ne leur parle pas. Donc, faire des exemples. Et si on reparle au niveau des entreprises ou même nous au niveau des organisations syndicales, c'est de faire comme j'appelle ça des shorts, des petits tutos, des petites vidéos, voilà, et tout le long de l'année. Et ça peut être bien pour tout le monde, que ce soit pour les jeunes générations ou autres. On a remarqué justement que ce soit des employés, alors les employés qui n'ont pas forcément les moyens d'un côté pour investir, ou même des cadres. Voilà, au niveau de l'entreprise, nous on a de tout. Et ben voilà, on leur parle de ça, ils n'arrivent pas forcément à comprendre qu'il y a un intérêt pour eux. Voilà. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, c'est vrai que le terme abondement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est imbitable. C'est clair. Et que, bon, bref. Et il disait que, et que la communication, par exemple, elle ne devait pas se faire 2 fois par an. Que tu l'as dit, elle doit être permanente. Et tu me faisais remonter quand on a cadré qu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup plus d'épargne salariale, par exemple, au niveau du CSE. Enfin, à l'époque, c'était CE, et que maintenant, dans les CSE, on ne parle pas assez pour toi. Ça devrait être un sujet qui devrait être posé en CSE régulièrement également. Et ça n'est pas le cas. Oui, parce qu'on voit très bien qu'entre CE, avant c'était CE, CSE, maintenant on a tout. Entre le CSC, TO, on a énormément de choses qui arrivent au niveau de l'entreprise. Et du coup, au niveau des ordres du jour, on n'en parle plus régulièrement de l'épargne. Donc un point mensuel, moi c'est quelque chose que je réitère au niveau de l'entreprise et d'autres entreprises, de faire un point mensuel sur les fonds de performance. Et quand on parle de formation, c'est de former au fur et à mesure aussi les élus. Moi, la demande avec Carrefour, c'était justement, là, on a fait le mois dernier une formation, on va refaire encore une. Et le côté vie ma vie, aller voir justement avec les teneurs de fonds, comment ça se passe, comment on peut faire, parce que c'est là-dessus aussi on peut avancer. C'est plus on va faire des réunions au niveau CSE entre syndicats aussi, de se dire, bah tiens, on va parler aussi de ce sujet. C'est aussi le côté de. Il y avait un sujet aussi que tu m'as interpellé tout à l'heure, c'est au niveau les frais de gestion. Les frais de gestion par rapport à Carrefour. Donc oui, aujourd'hui, tu es salarié, tu as des frais de gestion qui sont pris en compte pour ton intéressement, pour ta participation. C'est super. Pour autant, il faut savoir que ce soit chez Carrefour ou dans d'autres entreprises, lorsqu'il y a une reprise de l'entreprise, une reprise du commerce, d'accord, comme la location-gérance, nous, ça fait quand même des années, alors on est syndicat majoritaire au niveau de Carrefour, on a un accord pour pouvoir suivre. Là, la seule chose, c'est que pour les magasins des petites structures comme moins de 50 salariés, lorsque tu n'as pas justement la possibilité de mettre un FCPE, enfin un accord justement de participation d'intéressement, la personne qui a un PEG au bout de 5 ans, elle peut débloquer, très bien, elle a la possibilité. Mais lorsque tu as posé l'argent sur un PERCOL, une cessation du contrat de travail, ce n'est pas une cessation vu que c'est un transfert de ton contrat de travail. Étant donné que c'est un transfert, tu es obligé de garder cette épargne. Donc, c'est quand même 30, 25, 30 euros. Alors oui, 30 euros, mais 30 euros par an pour quelqu'un qui sort de l'entreprise, entre guillemets, il ne l'a pas décidé lui-même. Ce qui est bien, c'est qu'il pourrait perdurer, mais la problématique, c'est que ça n'est pas pris en charge. Donc, c'est une chose qu'on pourrait avancer encore dans. Voilà, on parle des acquis sociaux et de sauvegarde des acquis sociaux, si je me permets. Voilà, c'est encore un sujet important, mais que ce soit pour mon entreprise ou pour d'autres entreprises, on parle de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, l'abondement, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire. Voilà, on arrive toujours à chercher qu'est-ce qu'il faut. Donc voilà, c'est à nous d'essayer de prendre justement ces relais pour pouvoir avoir des éléments supplémentaires pour que les salariés, que ce soit au niveau individuel et collectif.
Ouais, c'est clair qu'il y a vraiment une pénalité, c'est vraiment la double peine pour les salariés qui sont passés en location-gérance parce il y a le contrat de leur transfert de contrat de travail et ils se chopent les frais de gestion en plus. Et ça, c'est un des. Alors, j'ai effectivement, excusez-moi, imbitable, imbuvable. Alors, je vais reprendre sur le côté. Je vais essayer d'utiliser le bon mot là, peut-être. Est-ce que qu'est-ce qui ferait que vous l'avez posé en revendication le fait que la direction le prenne en charge? C'est un niet catégorique ou pour essayer. C'était très très compliqué pendant des années. On a les hypermarchés que oui, c'est la possibilité parce que vous reprenez, tu refais un accord, mais les magasins qui sont des Carrefour Market pour les nommer, ou même les Carrefour Proxy, bah, c'est compliqué parce que c'est en franchise. Donc c'est avec le repreneur. C'est le repreneur ensuite qui décide ou non de prendre les frais de gestion. Alors quand on dit un repreneur, on se dit ah, c'est pas grand-chose, mais bon, pour un repreneur qui a 50, 100 salariés, si on ne le prévient pas dès le départ, donc ça va après l'entreprise de prévenir le preneur, de le budgéter, ou Ouais. alors c'est à l'entreprise de prendre en compte, c'est-à-dire nous avons décidé de transférer les salariés, donc le budgéter. Voilà, voilà. En revendication, c'est encore une revendication forte que nous avons, et moi je suis sûr qu'on va, voilà, mais voilà, il faut rien lâcher là-dessus. Je pense que ce soit chez Carrefour ou dans d'autres sociétés, surtout dans le contexte actuel, on a énormément de choses encore à sauvegarder pour les salariés. Ouais, clair. Alors, il y a un autre point que tu soulignais par rapport on va dire, il y a des salariés de fait qui n'ont pas la possibilité qui ont vraiment en grande difficulté pour épargner, de fait. Et dans un groupe comme Carrefour, la situation se pose. Pour autant, tu disais parce que dans un groupe comme Carrefour, il y a une participation, un intéressement, des primes d'intéressement qui tombent. Et quand elles tombent, pour des salariés qui sont juste au niveau des seuils pour bénéficier sur des aides sociales, ben, quand la participation tombe, enfin les primes tombent, ben, le salaire augmente, est déclaré, et donc ils passent au-dessus des seuils et ne bénéficient plus, ne sont plus éligibles aux aides. Toi, tu dis, mais alors là, c'est challenge au niveau de la pédago, mais de faire comprendre que dire qu'ils ont peut-être intérêt comment s'appelle, à placer une partie de cette prime dans l'épargne salariale pour justement éviter de passer au-dessus des seuils. Je ne sais pas si je suis très clair, mais si tu. C'est exactement ça, c'est que franchement, moi, je ne me rendais pas forcément compte. Et c'est à force c'est avec une collègue, on a échangé sur l'épargne. Et elle me dit, elle était seule avec 2 enfants à charge. Donc elle me dit, Vincent, j'ai besoin de participation, intéressation, mais c'est normal, hein, j'en ai besoin. Mais elle me dit, mais, tiens, pendant 2 mois à 3 mois, du coup, j'ai dépassé les plafonds. Et du coup, je n'ai plus les aides sociales. Quand le logement, voilà, il y a d'autres choses qu'elle n'avait plus. Et on s'est rendu compte que ça jouait à pas grand-chose. C'est que dès que tu dépasses le plafond. Donc, c'est pas qu'on encourage, on n'est pas là pour conseiller, mais on se dit, ben, faites attention parce que ce que vous pouvez gagner d'un côté, c'est 400, 500 euros. Mais les 500 euros, je ne te demande pas de prendre directement 500 euros, mais si tu places voilà, une petite partie, l'abondement de l'entreprise, ben après, tu les récupères. Et tous les 5 ans, après, tu récupères voilà. Et il y a ce côté-là, il y a le côté de l'abondement aussi. Ça, c'est pour l'intéressement et la participation. Mais pour une personne qui ne peut pas beaucoup épargner, elle épargne 20-30 euros par mois. Ça, on l'a fait avec notre teneur de compte Natixis. Voilà, on a mis même un chatbot. On parle de l'IA. Je ne sais pas si on parlait en début, voir si. Donc, nous, ils ont mis un chatbot en place pour conseiller justement d'un côté le salarié avec son épargne. C'est quoi mes priorités? Et avec 30 euros, bah, on va regarder sur 40 euros. Rien que pour Carrefour, tu mets 40 euros. À la fin, tu mets 480, tu as 480, 500 euros. Tu peux avoir 500 euros en plus d'abondement par an. Et pourtant, tu ne l'as pas vu, tu as mis 40 euros tous les mois. Alors, c'est vrai que ça fait 40 euros. Après, c'est des choix. Certains, ils préfèrent le mettre d'un côté sur leur livret A, sur leur assurance vie. Mais après, c'est à nous aussi d'expliquer que d'un côté, si c'est débloquable, eh ben, ça peut être intéressant aussi pour eux. Voilà. Il y a les deux côtés par rapport à la performance du fonds. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci.
Eh ben, écoutez, il nous reste 20 minutes, open bar, on va dire, de rebond. Et moi, j'en ai un premier avant de. Enfin, par rapport à ce que venait de dire Vincent, est-ce que Jean-Paul, ça te fait écho les transferts de salariés vous êtes concerné à HPE comme pas mal de boîtes? Il n'y a pas cette histoire de je suis transféré. Ah oui, non, mais parce que je me mélange les pinceaux parce que toi, le préjudice, enfin, la pénalité vient du fait que c'est transféré dans des sociétés de moins de 50 salariés, c'est ça, hein? Bah, que ce soit moins de 50 ou plus de 50. Quand c'est plus de 50, il faut que la personne qui reprenne refasse un accord. On Ouais. est reparti sur une négociation, mais c'est plus la même chose quand tu as une négociation sur un groupe que c'est une négociation vraiment avec ton repreneur. Voilà, si je veux me permettre, le rapport de force n'est plus le même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, Ouais, clair, ouais, clair. ouais. Ok, entendu. Qui veut, par rapport à ce qui s'est dit, dans la salle, il y avait une question. Alors moi, je ne sais pas ce que voulait dire exactement. Qui parlait d'abondement unilatéral, ça, je ne voyais pas trop. Si quelqu'un veut. Oui, c'est bien ça. Oui, moi je peux en parler. L'abondement unilatéral. En fait, il y a l'abondement d'amorçage et l'abondement unilatéral. L'abondement unilatéral, c'est, enfin finalement, c'est de cette sorte-là, c'est une exception au principe même de l'abondement, parce que l'abondement, on l'a tous dit, ça demande un effort initial du salarié, enfin, en tout cas un placement, et l'entreprise va ajouter son coup de pouce. Donc c'est vraiment en complément d'une démarche d'épargne du salarié. Donc, c'est fait pour accompagner le salarié, pour récompenser cet effort, on va dire, pour l'inciter à placer sur son PE ou sur son PERCOL. L'abondement unilatéral, du coup, c'est une démarche différente parce qu'il n'y a pas l'effort initial du salarié, c'est que l'entreprise qui va verser un abondement sur le compte du coup de l'ensemble des salariés. Ça ne peut pas être tête par tête, hein, ça reste du vrai collectif pour le coup. Et comme il n'y a pas d'effort individuel, enfin d'effort initial, c'est vraiment pour tout le monde. Alors c'est limité dans les montants. C'est souvent mis en place, enfin en tout cas quand c'est mis en place, parce que c'est pas très très courant. C'est plutôt mis en place au moment justement d'un démarrage de dispositif, pour donner un petit élan au moment du déploiement d'un dispositif, et donc essentiellement en effet sur le PERCOL, donc plutôt dans une démarche d'investissement et de placement de long terme pour accompagner et pour montrer le chemin, on va dire, aux salariés. Ce n'est pas très très connu. Ça existe depuis quelques années. J'avoue, je n'ai plus la date en tête. Je ne sais plus si c'est la loi Pacte ou une loi précédente. Mais ça existe. J'avoue que j'en ai rarement vu dans les grandes entreprises, mais plutôt dans des entreprises de taille beaucoup plus humaine. Merci Virginie. Il y a une question de Bakary sur, c'est le côté amont pour alimenter les ventes salariales, mais le côté simultané, est-ce qu'on peut faire simultanément intéressement et participation? Ça sonne aux oreilles de quelqu'un Au sein de notre groupe, il est envisagé de ne pas implémenter simultanément l'intéressement et la participation. Oui. Est-ce que ça c'est conforme? J'ai fait le premier début de réponse, c'est que légalement, si plus de 50 salariés, la participation est obligatoire et l'employeur doit s'y conformer avec la formule légale. C'est pas dit que ça libère de l'argent, de la somme, mais puisque c'est une formule avec un numérateur qui peut être négatif. Mais par contre, l'intéressement est facultatif, c'est au choix de l'entreprise de lancer une démarche de négo ou pas. Et alors très souvent, on voit quand même les deux types l'intéressement a un autre sens. L'intéressement, il est là pour motiver par rapport à des objectifs à tenir. Alors, la participation, elle est plus là simplement au fait qu'on puisse dégager un bénéfice et puis qu'il y ait quelque chose qui tombe. On voit souvent dans des entreprises qui mettent les deux en place, et des fois, pour éviter que les deux partages de la valeur soient trop importants en termes de somme, on voit dans les accords d'intéressement qui plafonnent le cumul des deux à un certain pourcentage de masse salariale, par exemple. Ça se voit. Je trouve qu'en termes de dialogue social, refuser l'intéressement, c'est pas bon. Je préférais la deuxième formule où il y a les deux, quitte à le plafonner si l'employeur a peur de trop partager. Ouais, tu motives les équipes, hein, c'est ça, bien sûr.
Ok, merci Benoît Terrand. Merci aussi des réponses que tu adresses dans le chat. Sophie, par rapport à ce que tu as entendu, Jean-Paul. Moi, je voudrais dire, Rodolphe, que le rendement de l'abondement est imbattable sur le plan financier par rapport à un livret A ou quoi que ce soit. Donc, même en plaçant sur le fonds le moins risqué qui existe, voilà, c'est un rendement absolument énorme. Et pour un bas salaire chez nous, bon, ben, c'est le salarié met 10 euros, il a 30 en plus. Voilà, donc voilà, je veux juste dire ça, c'est que c'est un outil de dépense salariale pour un projet ou pour quand on aura besoin pour ces vieux jours qui est irremplaçable. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, Benoît acquiesce, enfin tout le monde acquiesce. Et Benoît, quand on préparait, tu me disais que dans les salariés, par rapport à l'épargne salariale, il y avait une forme, et je crois que tout le monde peut confirmer, Vincent, enfin Virginie, enfin, ceux qui sont en contact et ceux qui sont en contact avec les salariés, il y a vraiment des boursicoteurs de l'épargne salariale, des optimisateurs en chef qui ils sont à donf sur le truc. On va dire c'est une frange de salariés, mais quand même le gros des salariés, comme je reprends ton expression, Benoît, ils font un chèque en blanc, quoi. Et ils sont complètement passifs dans le truc, etc. Donc c'est pas non plus ça serait aussi d'avoir des salariés un peu plus actifs sur, en plus Jean-Paul vient de le dire, le côté c'est un super outil, ben, autant l'utiliser à fond. Et ça ne pourra que contribuer à renforcer le dialogue social derrière, etc., etc. D'avoir des gens qui ils font que des choix par défaut, etc. C'est pas forcément satisfaisant. À toi. L'extrême, en rigolant, le boursicoteur, c'est des gens qui regardent presque tous les jours ce qui se passe sur leur plan d'épargne, qui sont prêts à arbitrer. Arbitrer, ça veut dire que je vais vendre d'un fonds vers un autre. J'ai le droit, hein, la règle des 5 ans veut dire que je ne peux rien sortir, mais j'ai le droit de basculer des sommes d'un fonds vers un autre. Donc, il y en a qui regardent les fonds qui progressent, les fonds qui régressent, et puis ils essaient d'arbitrer presque au quotidien. Ils sont même allés jusqu'à voir, lorsqu'on lance un arbitrage, hein, le gestionnaire d'actifs s'engage sur un délai de réalisation effectivement de son opération, et en plus il s'appuie sur le cours du fonds à fin de journée. Et alors il y a des gens qui me demandaient pourquoi ils ne le font pas au moment où moi j'ai appuyé sur le bouton. Enfin bon, il y a des cas où ils voulaient absolument que ce soit fait le jour même, le lendemain, et c'est fait 3 jours après, parce que bon, c'est limité, mais ils avaient l'impression d'avoir perdu. Moi, je leur dis, l'épargne salariale, si vous voulez faire ça, ce n'est pas l'épargne salariale qu'il faut le faire. C'est du long terme, c'est un placement à 4, 5 ans. Ce qui n'empêche pas que si on voit des choses qui se passent mal sur un fonds, on peut arbitrer, justement. Le fonds sécuritaire, c'est le fonds monétaire qui suit à peu près le taux de la Banque Centrale Européenne, dans la manière dont elle prête son argent aux banques. Et puis après, si on veut prendre plus de risques, on peut placer sur d'autres fonds. Mais par contre, alors ça, c'est l'extrême. L'autre extrême, c'est que je pense que nos partenaires de gestion d'actifs doivent savoir quel est le taux d'ouverture, effectivement, chaque salarié a le droit de regarder ses fonds et de regarder comment ça se passe, regarder la doc associée aussi pour comprendre comment ces fonds sont gérés. Il y a des règlements des fonds, il y a plein d'informations qui sont accessibles sur le site internet du teneur de fonds et que les gens ne vont pas voir. Et alors qu'il y a beaucoup d'informations qui permettent d'éclairer et de pouvoir faire des bons choix. Il y a même aussi des robots advisors, là, des conseillers là, qui peuvent dire tiens, voilà comment placer, etc. Donc, ils donnent c'est à prendre avec précaution, mais ça permet aussi de donner de l'information. Et il y a peu de salariés qui vont accéder à cette info, qui n'est pas une info dérangeante, qui leur permet d'être éclairés et de pouvoir mieux placer les fonds qui passeront après ou de mieux arbitrer s'ils ont envie de le faire. Et là, il y a toute une pédagogie à faire, simplement rien que d'aller lire la documentation associée au fonds. Nous, en tant que label CES, on regarde et on s'assure que la documentation est à jour. Il y a des fiches reporting qui sont sorties tous les mois. Des fois, on voit des fiches reporting qui ont 6 mois, elles ne sont pas bougées. On dit donc là, que se passe-t-il? Mettez à jour votre doc, là, parce que les salariés ont besoin d'une doc à jour et conforme.
Peut-être réagir sur ce point, parce que tout à l'heure, on parlait aussi de choix par défaut, et bref, de toute l'information et de la connaissance ou non des salariés de leur épargne salariale. Au final, ce qu'on constate, c'est que les salariés sont relativement bien conscients d'avoir des dispositifs d'épargne salariale parce qu'au moment des campagnes de participation et d'intéressement, les salariés s'expriment. Donc, on a assez peu, finalement, de choix, enfin, choix par défaut, le terme est mal choisi, de placement par défaut, c'est-à-dire 50% sur le PE, 50% sur le PERCOL, parce que je ne me suis pas connectée, parce que finalement, j'ai rien fait. Donc, les salariés agissent, ils sont acteurs. Donc, ils voient quand même ces emails qui leur sont envoyés et ils ont conscience d'avoir une prime de participation ou d'intéressement à placer. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand on les interroge, on voit bien qu'ils connaissent les mécanismes de l'épargne salariale, c'est-à-dire que les cas de déblocage anticipé sont relativement bien connus de la part des salariés, notamment ceux du PE, peut-être un peu moins ceux du PERCOL, mais en tout cas sur le PE, la majorité des salariés sait qu'en cas de mariage, achat de la résidence principale, etc., il est possible de récupérer son épargne par anticipation. En revanche, après, c'est quand on rentre dans le détail. Et en effet, malgré le fait qu'ils aient une multitude d'informations à leur disposition, qu'ils aient les règlements des fonds, les DIC, les prospectus, les reporting, etc., ne vont pas lire ces éléments. Et je pense que c'est parce que c'est tout simplement un peu trop obscur, un peu trop compliqué. Et même si l'autorité des marchés financiers fait en sorte, enfin, en tout cas, a l'ambition de simplifier l'ensemble de ces communications, je pense qu'on peut se le dire juste entre nous, quand on regarde un document clé d'information ou un prospectus d'un fonds, même en étant expert, ça ne donne pas très envie. Voilà. Et ce n'est pas forcément très limpide quand même. Donc, je pense que c'est sur ce point-là, pour aller un cran plus loin, on est encore un peu loin du but et donc là, il faut faire de la pédagogie et peut-être expliquer les fonds différemment sans omettre les points essentiels. Hein, mais voilà, il y a encore un petit peu de travail de ce côté-là. Ok, excusez-moi, j'ai coupé mon micro, excusez-moi, je ne l'anime pas au bon moment. Vincent, peut-être là on remet une couche sur la partie communication, en sachant que tu n'as pas parlé quand même de la partie vous proposez, et tu me disais que s'il était sous-utilisé, la possibilité d'avoir un versement volontaire mensualisé avec un petit... Oui. Et c'était peu utilisé de fait. C'est peu utilisé parce que peut-être que c'est peut-être pas compréhensible pour tout le monde, peut-être aussi. Quand on parle à la communication, on a une campagne, participation, intéressement, mais le reste, on n'en parle plus forcément. Donc, alors que le côté mensualisé, c'est peut-être, je ne sais pas si tous les fonds le permettent, et c'est hyper intéressant. Après, c'est aussi un choix. Certains disent oui, mais je vais mettre ça va être bloqué. Alors, j'entendais, oui, c'est bloqué pendant 5 ans sur un PEG, mais après, tu as toujours des cas de déblocage. Ça peut faire peur d'un côté. Il y a ce côté-là aussi. Et de l'autre, tu parlais aussi juste avant des personnes qui regardent tous les moyens justement de récupérer. Par exemple, c'est bloqué pendant 5 ans, après ils laissent leur argent aussi. Moi, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de personnes dans nos Carrefour, pour le nommer, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans le groupe. J'ai mis mon argent, je l'ai mis pendant 5 ans, et après, au bout de 5 ans, il est libre. Donc, tu peux le laisser. Ce qui est bien, c'est que ta performance, ça te perdure. Pour autant, quand tu parles d'abondement, après, tu peux le remettre, tu peux le rebloquer. Donc, si tu as une possibilité de versement, justement, volontaire, ça te permet de récupérer encore de l'abondement dans ce que tu as eu. Et ça, par exemple, c'est un sujet, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez aussi avec les donneurs de fonds ou avec les entreprises, c'est qu'il y a la possibilité de relancer. Donc, si tu as, je sais pas, tu as récupéré à 40%, 50%, comme je disais tout à l'heure, après, au bout de 5 ans, tu récupères encore. Donc, c'est ça que pour te dire, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise. Maintenant, tous les ans, grâce à mon PEG que j'ai mis la première fois, j'ai mis une petite partie. Je dis, tiens, je vais essayer de mettre une petite partie. Tous les ans, j'ai de l'argent libre. Donc, c'est soit je le récupère, soit je le relance. Donc, tous les ans, c'est comme si j'avais déjà du versement volontaire. Donc, en gros, c'est au bout de 5 ans. Hop. Et du coup, c'est plus l'argent que tu remets toi, c'est de l'argent qui est libre. Donc, et ça te refait encore de l'argent. Et comme il disait Benoît ou Jean-Paul, c'est magique. On peut dire
Certains, ils ne se rendent pas compte. Tu mets 20 €, tu récupères encore 20 €, mais qui va te donner ça dans le marché? Personne. Ah. C'est pas ta négociation salariale, c'est clair. Ah bah c'est sûr, c'est pas bien. Et Benoît, ce que tu disais, effectivement, Benoît, tu disais, quand on cadrait, tu avais souligné un point, tu l'as souligné à l'écrit, c'est intéressant de dire que vraiment que les coordonnées, d'avoir vraiment le point de contact de Vincent, par exemple, des représentants des salariés au conseil de surveillance, c'est important à toi? Ouais. Oui, très souvent, l'entreprise ne met pas à jour ses coordonnées, alors qu'il y a des représentants des salariés dans les conseils de surveillance des fonds, qu'ils soient multi-entreprises d'ailleurs ou dédiés, ils peuvent être sollicités par les salariés, mais encore faut-il qu'ils les connaissent. Et souvent, il y a un manque là-dedans et c'est bien dommage. Nous, on le voit au niveau des fonds multi-entreprises, sous couvert de leur RGPD, ils veulent masquer le nom des gens qui ont été élus président. Voilà, s'ils sont présidents, c'est qu'ils ont voulu représenter les salariés et leurs coordonnées, elles devraient être connues parce qu'ils peuvent remonter des problèmes qui sont pertinents. Ils sont là pour représenter les salariés. Bon, d'un autre côté, on masque aussi les signataires d'accords sur la base de données Légifrance, hein, alors qu'ils ont signé en responsabilité aussi, théoriquement. Ça, on va chercher à comprendre. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'argument RGPD qui a été ressorti. Sur des fonds multi-entreprises, de conseils de surveillance de fonds multi-entreprises, sur les fonds dédiés, ce n'est pas le cas dédié de l'entreprise. Mais oui, tout à fait. Disons qu'il a été dit qu'ils ne pouvaient pas être rendus publics. J'ose croire qu'ils peuvent être visibles par des épargnants, mais l'endroit où se trouve cette information. D'accord. OK. Jean-Paul, Sophie, Sophie, on ne t'entend pas. Si tu veux nous éclairer. Ouais. Oui, écoutez, on est à 4 minutes de la fin de ce webinaire. Je pense que c'était intéressant. On n'a toujours pas fait le tour du sujet, évidemment. Mais voilà, on se retrouve l'an prochain dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale pour un autre webinaire. Sans attendre un an, vous avez nos coordonnées. Vous les recevrez sinon dans un mail post-webinaire. Avec des ressources complémentaires que les uns et les autres ont partagées. En tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment important de souligner qu'une fois que l'accord est signé, c'est que le début. Hein, souvent, on a signé un accord, on se dit ouf, le plus difficile est passé. Ben non, c'est pas plus difficile qui attend, mais c'est quelque chose d'intense, d'important, mais qui génère aussi de la proximité avec les salariés. Et dans les échanges que j'ai avec les sections syndicales, eh bien, de plus en plus de personnes me disent mais c'est aussi un levier de développement syndical, puisque les salariés auxquels on s'adresse en les aidant sur ce sujet-là sont reconnaissants. C'est ce qu'ils attendent, hein, surtout quand ils ont une image des syndicalistes comme étant ceux qui bloquent dans la rue, dans le train, etc., qui râlent tout le temps. Se rendre compte que le syndicaliste est aussi le ou la syndicaliste est aussi la personne en fait, qui lui donne les clés pour comprendre sa vie professionnelle, pour comprendre sa fiche de paye, pour comprendre son dispositif d'épargne, etc. Eh bien, ça ravive, ça rafraîchit les images, ça balaye les stéréotypes et c'est gagnant. Voilà. Merci Sophie. Avant de te passer la parole, Virginie, pour ton micro, Rodolphe. On ne m'entend pas là? On ne m'entend pas. Ah si, on m'entend. Pas vous. Bon, non, simplement, je voulais dire, on parle de formation. Et Jean-Paul, tu l'as quand même un peu abordé le sujet en disant il y a certaines organisations syndicales, et on peut le prendre en considération, qui sont clairement pas forcément en ligne avec la notion d'épargne salariale et qui sont dans une logique de privilégier le salaire. Mais dans la communication, je pense aussi, dans la pédagogie, ça peut être important d'intégrer comment épargne salariale et rémunération et salaire, au salaire direct, peuvent s'articuler. C'est pas contradictoire. Il y a la pédagogie aussi à faire là-dessus, non, Jean-Paul? Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas d'abondement, ils ne mettront pas plus sur les salaires. C'est vraiment complémentaire. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut être capable d'aller chercher
cet argent qui est intéressant pour l'entreprise aussi. Voilà. Mais voilà, là, on parle d'un syndicat qui n'existe plus chez nous, mais qui avait une doctrine, on va dire, forte de ce point de vue-là, sur le partage de la valeur. Mais il existe dans plein d'autres entreprises et ça peut être un obstacle peut-être à la mise en place de l'épargne salariale. Ça peut, ouais. Mais comme tu le dis, c'est pas forcément parce que tu vas. Effectivement, c'est pas parce qu'il ne va pas y avoir. Il n'y a pas, de vase communicant, quoi. Non, pour moi, non, pas du tout. Ok, Benoît, qu'est-ce que tu en penses de ça? Hop là. Alors, j'étais en train de lire repose-moi la question, parce que j'étais en train de lire les. Non, je fais un peu une digression sur enfin pas une digression, mais sur comment, en fait, est-ce qu'il y a vase communicant entre la politique salariale et la politique sur l'épargne salariale? Est-ce que l'argent va mettre, par exemple, l'entreprise va mettre sur l'abondement, si elle ne met pas sur l'abondement, est-ce qu'elle va le mettre sur le salaire? Jean-Paul dit non. Oui, c'est clair qu'en tout cas, on dit toujours que l'épargne salariale ne doit pas se substituer à la rémunération, ça c'est clair. Et donc, ça, c'est toujours comme ça qu'on discute. Et on dit aussi ne mélangez pas les choses dans les NAO. À un moment donné, attention, parce que c'est un risque de. Maintenant, on sait bien que. Bon, je connais moi les grandes entreprises, on sait bien qu'elles ont des budgets, qu'elles savent bien un peu comment elles vont les allouer. Mais dit autrement, s'il n'y avait pas l'épargne salariale, ce n'est pas dit que cette somme-là irait sur le salaire, effectivement. Je rejoins ça. Mais elles savent bien où elles vont aussi sur leur placement de partage de la valeur, quoi. Elles se plafonnent bien aussi. Ok, Virginie, à toi le mot de conclusion. Ah, pardon, parce que je me suis mise en. Oui, pardon. Le mot de conclusion pour moi. Et donc, quelle responsabilité. Ouais, merci, Rodolphe. Non, mais je pense qu'on a beaucoup échangé et qu'on était très alignés sur le fait que l'épargne salariale, c'est quand même un ensemble de dispositifs exceptionnels, voire magiques, sous certains aspects. C'est peut-être ça qui paraît tellement beau que certains salariés ont du mal à y croire et n'y vont pas encore. Mais voilà, c'est qu'on a encore besoin, qu'on a encore du travail en termes de pédagogie. Et sur ce volet de la pédagogie et de l'information, je pense qu'on était tous très alignés pour dire qu'en fait, on a tous un rôle à jouer, que l'on soit salarié, que l'on soit représentant des salariés, que l'on soit entreprise, donc RH, ou que l'on soit prestataire d'épargne salariale. C'est vraiment du travail collectif pour que tout le monde puisse en bénéficier davantage, ou en tout cas bénéficier à la juste valeur des dispositifs mis en place. Donc, la réglementation nous aide en termes de diffusion, ça fonctionne. À nous ensuite collectivement de continuer dans cette voie pour véhiculer la bonne parole et faire en sorte que l'épargne salariale soit pleinement utilisée. Ok, merci à toi Virginie, merci à AXA d'avoir porté cette rencontre, merci de votre participation dans la salle, merci Vincent, Jean-Paul et Benoît de vos interventions, de vos témoignages. Synthèse à suivre avec la rediff et je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'on a répondu à vos questions, vos interrogations, que ça vous met plus à l'aise pour pouvoir un peu faire avancer. Quand bien même il y a déjà de l'épargne salariale, on va faire progresser, c'est ça l'idée. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à prochain direct de Miroir Social le 14 avril sur le sujet de la formation, mais je vous en dirai un peu plus à la faveur d'une invitation qui va partir dans quelques jours. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vais couper ce live. Merci, au revoir. Et je vous ai mis un lien débrief. À bientôt.